Je crois vraiment que j'ai rencontré quelque chose d'inhumain dans ces bois. Quelque chose m'est arrivé il y a plus de 40 ans et cela me terrifie encore aujourd'hui. À l'époque, je rendais visite à une amie qui habitait au fond des Appalaches, près de Hot Springs en Virginie. On rentrait tard après une soirée agréable. La route serpentait au milieu de la montagne, seulement éclairée par les phares. Les nuits là-bas sont si sombres qu'on a l'impression que le monde en dehors des deux faisceaux lumineux n'existe plus. On est arrivé à une bifurcation et en tournant, les phares ont illuminé un buisson. Derrière le feuillage, il y avait une masse noire, accroupie. D'abord, on n'a pas compris ce que c'était. Une ombre compacte, immobile. Puis la chose s'est levée et tout l'air a semblé se vider de nos poumons. C'était gigantesque. Plus de 2 mètres de haut, peut-être davantage. Quand elle s'est redressée, on a vu ce qui ressemblait à un visage. Mais ce n'était pas un visage humain. Cela ressemblait à une grande silhouette enveloppée dans une sorte de drap noir, avec un crâne blanchi par le soleil, un crâne énorme de bovin. On est resté figé, incapable de bouger ou de parler. Les secondes ont ressemblé à des minutes. Le temps s'est étiré comme si la nuit voulait nous avaler. Après ce silence interminable, on a repris la route, sans un mot. Ce n'est qu'au bout de 5 minutes que j'ai demandé à mon amie si elle avait vu quelque chose. Elle m'a répondu qu'elle n'arrivait pas à penser à autre chose. Je lui ai demandé de décrire ce qu'elle avait vu et chaque détail correspondait exactement au mien. Même taille. Même forme. Même crâne. Le lendemain matin, on en a parlé à ses parents. On pensait qu'ils allaient éclater de rire et nous dire qu'on avait exagéré, qu'on avait mal interprété une ombre ou qu'on avait trop bu. Mais ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Le visage de son père s'est vidé de toute couleur. Sa mère n'a pas dit un mot. Son père a expliqué qu'il avait déjà entendu des histoires d'animaux retrouvés massacrés dans les fermes après que quelqu'un ait aperçu cette chose près des clôtures. Il connaissait même quelqu'un qui avait failli l'écraser une nuit lorsqu'elle avait traversé la route en courant. Puis il nous a demandé si on avait entendu un son. C'est là que la mémoire nous est revenue. Un grondement, grave et puissant, presque plus ressenti qu'entendu. Un son qui venait de la terre elle-même, comme si les montagnes gémissaient. On était tellement terrorisés par ce que l'on voyait que notre cerveau n'avait pas enregistré le bruit sur le moment. J'ai vécu des choses étranges au cours de mes 60 années sur Terre. Mais cette nuit dans les Appalaches reste la seule qui me donne encore des frissons rien qu'en y repensant. Et peu importe les années qui passent, je sais que je n'oublierai jamais cette silhouette et son crâne blanchi par la lune. Je voyage et je campe très souvent dans un endroit précis, au fin fond des Appalaches. C'est le seul endroit où je m'assure toujours d'avoir une arme, non pas à cause de l'isolement mais à cause des gens qui traînent dans le coin. L'endroit est tellement reculé que si tu montes là-haut, c'est uniquement pour quelques raisons, randonnée, camping, promenade touristique, tu possèdes un terrain dans la région où tu viens pour commettre des crimes très graves parce qu'il n'y a aucun moyen de te retrouver. Il n'y a pas de réseau mobile. Près de l'endroit où je campe, il y a une vieille cabane et elle traîne avec elle une longue liste d'histoires horribles. Des hommes du village le plus proche, à environ 1 heure de route, y emmenaient des femmes, perdues au milieu de nulle part, pour les violer. Et je doute qu'on les ait laissées repartir ensuite. Le problème, même si une femme arrivait à s'échapper de la cabane, c'est qu'il n'y a nulle part où aller. Il n'y a qu'une seule route et le terrain est très sombre et extrêmement difficile. Tu es presque sûr d'être rattrapé peu de temps après ta fuite. Très récemment, un homme vivait encore dans cette vieille cabane. Il avait été engagé pour surveiller le terrain et un jour il est venu jusqu'à notre campement pour nous demander si nous voulions venir voir ses 2 fils pendant qu'il travaillait sur une fille. Le propriétaire du terrain a été averti et cet homme a été chassé immédiatement. Ce n'étaient pas des gens sauvages au sens littéral mais des gens très peu instruits, très arriérés, qui pourraient facilement passer pour des sauvages. Pourtant ils faisaient partie de la communauté locale. Donc non, je ne crois pas à l'existence de bêtes féroces au fond des bois qui n'ont jamais vu la société. Par contre je crois à l'existence de personnes comme celle dont je viens de parler.
Je travaillais autrefois dans des forêts nationales des Appalaches. On construisait des sentiers à travers ces montagnes, loin de tout. C'était un territoire magnifique, sauvage, silencieux, et pourtant, j'y trouvais toutes sortes de choses étranges. La région avait été occupée autrefois par des mineurs de cuivre et des familles de commerçants. Au début du XXe siècle, pendant la Grande Dépression, le gouvernement voulait transformer cette zone en parc national. Les habitants refusaient de partir. Ils vivaient là depuis des générations. Ils cultivaient la terre, enterraient leurs morts et ne voulaient rien savoir des autorités. Alors le gouvernement a fait appel aux Pinkerton. Ils sont entrés pendant que les habitants étaient à l'église et ils ont brûlé leurs maisons, leurs granges, tout ce qu'ils possédaient. Après cela, le parc a pu être construit. Quand je marchais dans ces bois, je tombais parfois sur les traces de ces familles. Il y avait des fondations en pierre au milieu des arbres, des murs qui ne menaient plus nulle part, des puits remplis de feuilles mortes, des outils rouillés enterrés sous la mousse. À chaque fois, j'avais l'impression que ces lieux n'étaient pas réellement abandonnés. Même après un siècle, l'air gardait une lourdeur, comme si ceux qui avaient vécu ici n'étaient jamais complètement partis. Beaucoup de gens de la région se méfient encore du gouvernement. Ils en parlent peu, mais tout le monde le sait. Parfois, pendant nos travaux, je ressentais un malaise brutal. Une sensation profonde, viscérale, qui me traversait sans raison. Comme une peur ancienne, sans visage, qui remonte du sol pied après pied. On apercevait parfois des formes, des silhouettes qui disparaissaient dès qu'on regardait directement. Je me répétais que ce n'était rien, que je fatiguais, mais la sensation revenait toujours au même endroit. Je me souviens d'une mission où un homme nous observait sans rien dire. Au début, personne ne le remarquait vraiment. On travaillait toute la journée, et il restait là, immobile, entre les arbres. Le dernier jour, mon patron l'a enfin vu. Il a levé la tête et a dit tout haut que cette présence n'était pas normale. Un jeune qui travaillait avec nous a répondu calmement que l'homme était là depuis une semaine complète. Quand nous avons essayé d'aller vers lui pour lui parler, il a disparu. Pas un bruit, pas une branche cassée, rien. Juste le vide. Dans cette même zone, il y avait autrefois un asile psychiatrique. On dit qu'un jour, l'administration l'a simplement fermé et qu'ils ont laissé les pensionnaires repartir dans la montagne, sans les ramener nulle part. Beaucoup ne sont jamais revenus en ville. Les habitants racontent que certains vivaient encore dans les collines, loin de tout, difficiles à voir, mais toujours là. Ce qui me frappe, c'est que même les gens du coin ont peur de ces bois. Pas des touristes, mais des chasseurs, des montagnards, des rangers. Des hommes habitués à la nature, à la solitude, à l'obscurité. Plusieurs m'ont répété qu'ils ne s'aventureraient jamais seuls dans certaines parties de la forêt. Ils me demandaient ce que je venais faire là, comme si j'étais fou. C'était dit avec un sourire, mais leurs yeux racontaient autre chose. Je crois que l'énergie ne disparaît jamais. Quand un endroit est marqué par la violence, la souffrance, les morts injustes, il garde quelque chose en lui. Dans ces montagnes, il y a eu des familles brûlées vives, des expulsions, des rivalités sanglantes, des disparitions. Des générations entières ont vécu et souffert là-haut. Et je pense que tout cela laisse des traces, même quand la forêt reprend possession des lieux. Dans ces régions, le paysage est magnifique, mais sous la beauté, il reste quelque chose d'opaque, comme une mémoire enfouie qui refuse de se taire. Parmi toutes mes expériences, celle dont je me souviens le plus est passée un soir où je roulais sur la route qui menait à ma maison avec un ami. C'était une zone assez rurale mais pas complètement isolée. On se trouvait sur la plus longue portion de route sans maison, un endroit surtout utilisé pour la chasse et l'exploitation du bois. Il était minuit, en pleine nuit. On avait roulé sur cette route des centaines, peut-être des milliers de fois. Mais cette fois, en longeant ce grand espace sauvage, on a vu une silhouette complètement nue, pâle, très fine. Elle était courbée, tournée dans la direction opposée. On roulait à environ 100 km à l'heure, donc on l'a vu une seconde puis plus rien. On est resté silencieux 3 bonnes secondes avant de se dire tous les deux, c'était quoi ça? On n'a même pas envisagé de faire demi-tour. C'est de loin la chose la plus étrange que j'ai vue.
Une autre fois, on était dans un immense parc national. L'endroit est vraiment particulier parce qu'il servait autrefois à des installations militaires et à des programmes secrets. Il reste des bâtiments abandonnés et même des tunnels souterrains en pleine nature. On parcourait les sentiers la nuit juste pour s'amuser. C'est le genre de choses qu'on fait en grandissant dans une petite ville. Il n'était clairement pas sauvage, mais on est tombé sur une voiture remplie de gens. Il devait être 1 ou 2 heures du matin, en plein milieu de nulle part, dans le noir total. La voiture était arrêtée et il y avait au moins 5 personnes debout autour, et encore 4 dans la voiture. On avait une barre lumineuse donc tout était éclairé. Ils nous ont simplement regardés en silence pendant qu'on passait. On a pensé leur demander s'ils avaient besoin d'aide, mais on s'est dit qu'ils auraient fait signe si c'était le cas. Autant s'occuper de nos affaires. Et détail étrange, je n'arrivais pas à déterminer leur origine. Ils n'étaient ni blancs ni noirs. Je pourrais raconter des dizaines d'histoires que les anciens m'ont confiées, même mes grands-parents en avaient plein, mais je préfère me limiter à l'une de mes propres expériences. Celle-ci m'a marqué parce qu'elle n'avait rien d'un récit transmis de génération en génération. Je l'ai vécu, seul, sans témoin, au milieu de nulle part. Je campais à environ 100 ou 200 mètres d'un chemin de terre. Il n'y avait ni maison, ni voiture, ni le moindre signe d'activité humaine. La nuit était calme, glaciale et silencieuse. Je me suis installé près du feu, puis je me suis allongé pour observer les étoiles. Dans ce genre d'endroit, le ciel semble infini. Je regardais les constellations, sans autre bruit que celui du bois qui crépite. C'est à ce moment que j'ai aperçu une lumière ronde, d'un bleu étrange, descendre lentement le long du chemin. La lumière avançait d'un mouvement fluide, régulier, sans le moindre bruit. Pas de moteur, pas de pas sur le gravier, rien. Ma première pensée a été assez banale. Je me suis dit qu'il devait s'agir d'une personne à vélo, peut-être quelqu'un qui vivait loin et qui faisait ce trajet de nuit. Après tout, cela m'était déjà arrivé de rouler à des heures absurdes sur des routes perdues. Mais, en l'espace d'un instant, tout ce qui semblait normal a cessé de l'être. La lumière a quitté le chemin. Elle n'a pas tourné comme un vélo qui prend un virage. Elle est montée la berge comme si la gravité n'existait plus. Elle a grimpé droit vers la colline, au milieu des arbres, de la broussaille, des branches, sans ralentir, sans vaciller et sans produire le moindre son. Aucun humain n'aurait pu courir à cette vitesse, encore moins sur terrain abrupt, en pleine nuit, sans tomber. Je l'ai regardée s'éloigner jusqu'à ce qu'elle disparaisse complètement entre les troncs. Je suis resté assis, sans bouger, le cœur qui battait trop vite. Pendant plusieurs minutes, j'ai essayé de trouver une explication logique. La seule hypothèse qui me venait à l'esprit était un éclair en boule, un phénomène rare, méconnu. Pourtant, la nuit était claire, sans nuages, et l'air était froid. Aucun orage, aucune électricité dans l'air. Rien qui puisse expliquer ce que j'avais vu. À la fin, je me suis recouché près du feu, mais je n'ai pas dormi. Les anciens racontaient souvent que la forêt garde ses secrets et qu'il vaut mieux ne pas chercher à tout comprendre. Cette nuit-là, j'ai compris pourquoi. La superstition fait partie intégrante de la culture des Appalaches. J'ai grandi dans la vallée de la rivière Ohio. Les légendes amérindiennes occupent une place très importante dans l'héritage de ma famille. Des choses terribles se sont produites pendant les guerres indiennes, ce qui a eu des conséquences dévastatrices pour les tribus qui vivaient autrefois dans la région. À partir de là, on a développé une bonne dose de superstition et de paranoïa à propos des esprits indiens. Sans parler du fait que les colons avaient un appétit insatiable pour le whisky et le moonshine. Les deux meilleures histoires qui me viennent en tête proviennent d'un médecin itinérant, le Dr Schilling, dans ses livres Tales of Yellow Creek et Yellow Creek Stories. L'histoire de Standing Rock est celle de la princesse indienne qui s'est pendue parce qu'on lui avait interdit d'épouser un homme blanc. Ou alors elle a sauté d'un arbre, je ne me souviens plus très bien. Quoi qu'il en soit, dans cette région, du moins dans ma famille, on croit réellement qu'il y a des esprits indiens dans les bois. La seule fois où j'ai vécu quelque chose d'étrange, c'était en plein jour, en pêchant avec un ami.
On était sur un vieux chemin de terre le long de Yellow Creek. Il y avait une cabane de toilette fabriquée avec des plaques de toit en métal. Au moment où on se préparait à partir, quelque chose a frappé la cabane et il y a eu un énorme bruit métallique. On était au fond des bois et je suis certain à 100% que personne d'autre n'était là. On a sauté dans la voiture et on est parti très vite. J'ai aussi une autre histoire. Il y a un vieux cimetière où mes parents emmenaient ma sœur et moi quand nous étions enfants. Dans notre famille, c'est une tradition de s'occuper des pierres tombales. C'est une habitude qui remonte à l'époque où les cimetières servaient aussi de lieu de rencontre, avant que l'idée des parcs municipaux n'existe. Dans ce cimetière, il y a une petite pierre tombale pour un enfant nommé Little Willie. On allait toujours la voir parce qu'il y avait une petite sculpture d'agneau dessus. C'est un vieux cimetière de campagne, sur une colline, et on peut encore voir les traces laissées par les charrettes tirées par des chevaux. Plus tard, j'y ai emmené une petite amie pour lui montrer la tombe de Little Willie. C'était une magnifique journée de printemps. En marchant, le sol était très mou et nos pieds s'enfonçaient. Rien de surprenant, on s'est dit que les tombes continuaient de se tasser ou que la terre était saturée par la pluie. On s'est assis pour pique-niquer près de la tombe de Little Willie. À ce moment-là, un brouillard s'est installé très bas, juste au ras du sol. Juste après, un faon est sorti des bois et nous a fixés. Il était à 15 ou 20 mètres. On n'a pas bougé pour ne pas l'effrayer. Étonnamment, il est resté avec nous jusqu'à ce qu'on parte. On a fini par se dire que c'était peut-être l'esprit de Little Willie. Ma mère a déménagé à environ 20 minutes du sentier des Appalaches. J'ai fini par la rejoindre quand j'avais 18 ans et, depuis ce jour, j'ai vécu plusieurs événements étranges, incompréhensibles même. Je peux faire un résumé rapide, mais si tu veux, je peux aussi détailler certains moments. L'une des premières choses qui m'est arrivée, c'était après une randonnée près du sentier. J'avais déjà parcouru ce coin un grand nombre de fois et jamais je n'avais ressenti quoi que ce soit d'anormal. Ce jour-là, tout a changé dès les premières minutes. Mon chien a disparu presque aussitôt, comme s'il s'était volatilisé entre deux arbres. Après quelques secondes, le vent s'est levé brutalement et pourtant, l'air semblait silencieux, vide. Il n'y avait plus un oiseau, plus un insecte, plus de bruit de feuilles. Seulement une sensation très claire, comme si la forêt elle-même me parlait. C'était un ordre sonore, presque physique, une injonction à partir. Je me sentais observé. Je ne savais pas d'où cela venait, mais tout mon corps me disait qu'il fallait quitter cet endroit. Quand mon chien est réapparu, essoufflé et inquiet, je n'ai même pas réfléchi. J'ai fait demi-tour, j'ai couru jusqu'à la voiture et je suis parti sans me retourner. Nous n'avions même pas commencé la randonnée. Plus tard, j'ai vécu quelque chose d'encore plus perturbant. Je l'appelle un chupacabra, faute de pouvoir lui donner un autre nom. Une nuit, alors que je roulais sur la route qui mène à la maison, mon ami et moi avons vu une créature. Pas un coyote, pas un chien, pas un cerf. Quelque chose d'autre. Elle est sortie de l'ombre, a traversé la route puis a commencé à courir droit vers nous. On la voyait parfaitement grâce au phare. Plus elle approchait, plus son apparence était incompréhensible. Sa peau semblait irrégulière. Son corps était mince, osseux et ses mouvements n'étaient pas naturels. Quand elle a atteint 8 pieds devant la voiture, elle a soudain dévié et a disparu derrière une vieille grange. Si j'avais été seul, j'aurais pensé à une hallucination. Je n'en ai jamais eu, mais ce serait la seule explication logique. Pourtant, ma amie a vu la même chose. Nous avons même crié en même temps. À l'époque, je ne savais même pas qu'un chupacabra était une créature du folklore. Ce n'est que 15 ans plus tard que j'ai découvert que le mot existait. Et puis il y a eu cette autre fois, sur l'autoroute. C'était la nuit. Une voiture derrière moi me suivait depuis plusieurs kilomètres. Elle ralentissait, accélérait brutalement, restait collée à mon pare-choc avant de reculer à nouveau. À un moment, elle a fini par se placer à ma hauteur, juste à côté. Je sentais que quelque chose n'allait pas. Quand j'ai tourné la tête, la personne au volant n'avait presque plus rien d'humain. C'était un visage déformé,
comme tiré d'un cauchemar. Des yeux noirs, une expression figée mais consciente. La voiture a roulé à côté de la mienne pendant plusieurs secondes, comme si la créature attendait que je la regarde. Ensuite, elle a disparu dans la nuit, sans un bruit. La dernière vision étrange et difficile à décrire. Une nuit, j'ai vu une silhouette sur le bas-côté de la route. Elle bougeait comme un animal blessé. En m'approchant, j'ai cru voir une sorte de dinde, mais quelque chose n'allait pas. On aurait dit qu'on avait coupé la tête et qu'elle était enveloppée dans un sac poubelle. Elle se tordait en silence, comme si elle dansait sans raison. Je me souviens m'être demandé si elle était vivante. En passant près d'elle, j'ai senti cette même sensation de malaise absolu, comme si ce que je regardais n'avait pas sa place dans le monde réel. Je ne sais toujours pas ce que j'ai vu ces nuits-là. Rien ne l'explique. Et quand j'essaie de raconter ces histoires, les gens me regardent avec un sourire gêné. Pourtant, je sais ce que j'ai vu. Je sais que quelque chose existe dans ces bois. Quelque chose que personne ne veut vraiment admettre. J'ai grandi ici, au fond des vallées, dans l'une des premières maisons construites dans la région. On avait des toilettes extérieures. L'eau venait des ruisseaux. On cueillait des pousses sur les flancs des montagnes pour le dîner. On chassait le cerf et l'ours depuis tout petit pour se nourrir. Je me souviens que dans les années 1970, les agents fédéraux refusaient d'entrer dans certains secteurs pour faire le recensement et se contentaient de demander aux habitants les chiffres. J'ai vu quelque chose qui n'était pas un ours. Ce n'était pas seulement parce que ça marchait sur deux jambes. Cette chose a arraché un énorme pin de Géorgie du sol, l'a retourné et l'a replanté, puis a sauté d'une falaise d'une vingtaine de pieds et s'est dirigé vers un point d'eau. Plus tard, je voulais chercher des pierres précieuses dans un ancien lieu sacré pour les Cherokees. Un ami à moi des forces spéciales était là. Je me sentais plus courageux parce que je n'étais pas seul. À 2 reprises, des cailloux ont volé dans notre direction depuis un endroit où personne n'était visible sur des centaines de mètres. Une nuit, vers 2 heures du matin, il m'a réveillé parce qu'il y avait des lumières dans la cime des arbres. On a pris des photos. Je suis un ancien policier et on a essayé encore et encore de comprendre et de trouver une explication logique. Après l'Irak, je suis retourné camper seul là-bas. J'avais mon PVS 14. Je me souviens seulement m'être collé le dos contre un arbre et d'être resté éveillé toute la nuit. Une fois, j'ai failli sauter dans le ruisseau glacé à force d'avoir peur. On dit que c'est l'endroit d'où viennent les hommes à yeux de lune. Il y a des récits d'hommes sauvages de la montagne et d'esprits. Aujourd'hui je vis sur une montagne. Mon fils et moi avons vu le plus grand chien noir que j'ai jamais vu. Il était juste assis sous un massif de rhododendrons en train de nous observer. J'ai chassé toute ma vie. Je n'ai jamais rien vu qui lui ressemble. Pendant des mois, on apportait des armes de poing même en plein jour quand on sortait dans le jardin. J'ai entendu toutes sortes de sons que je n'avais jamais entendus ailleurs. J'ai voyagé, j'ai vu des choses, j'ai entendu des animaux partout dans le monde. Il y a vraiment quelque chose de différent ici. On a aussi trouvé ce qui ressemblait à un trou parfaitement rond, lisse comme si ça avait été fait au laser, descendant à la verticale. Il y avait un fond plat à 10 ou 15 pieds. C'était au milieu d'une forêt ancienne, à des kilomètres de tout. Je me demande encore ce qui a pu creuser ça. Je sais toujours comment retourner à cet endroit sacré, mais je n'y irai pas seul. Ni avec mes enfants. J'ai grandi avec des ours qui traversaient notre jardin tous les jours, sans exagérer. Ce n'étaient pas des ours noirs qui faisaient ces sons et ces murmures. Je connais les prédateurs. Je suis plutôt robuste, mais certains endroits me terrifient ici. D'autres peuvent te guérir. J'avais environ 10 ans, et chaque été mes parents nous emmenaient camper au terrain de Misham Lake. On y restait des semaines entières, presque toute la saison. La première nuit était toujours la plus excitante. On installait la tente, on faisait un feu, on mangeait, les adultes riaient entre eux. Ce soir-là, mes parents avaient bu avec leurs amis et quand ils sont enfin venus se coucher, ils étaient complètement assommés. Nous partagions tous la même grande tente, mes parents, mon oncle et moi.
Je me souviens d'avoir essayé de m'endormir quand une sensation m'a frappé. Pas un bruit. Pas un mouvement. Juste un frisson brutal, comme si le froid entrait directement dans mes os. J'ai senti la panique monter sans raison. Ma respiration est devenue courte. J'avais l'impression que quelque chose approchait. Quelques secondes plus tard, les bruits ont commencé. Des branches qui se cassent. Des palans sur le sol. Un souffle, profond et rauque, qui se rapprochait de la tente. Je voulais crier pour réveiller mes parents mais ma gorge s'est bloquée. Je n'arrivais même plus à avaler. Mon corps refusait de bouger. J'avais peur que le moindre son attire ceux qui se trouvaient dehors. La chose est arrivée jusqu'à la tente. Pas en courant. Pas en cherchant à se cacher. Elle marchait debout. Son corps frottait contre la toile, comme si elle voulait être certaine que je la suivais du regard. Elle faisait le tour de la tente lentement. J'entendais chaque pas. Chaque respiration. Elle s'arrêtait parfois, juste à côté de moi, comme si elle écoutait. Pendant des heures, elle a tourné autour de nous. J'étais paralysé. Je n'avais pas même pensé à regarder par la petite fenêtre ouverte du côté de mon oncle. À un moment, je me suis forcé à tourner la tête. J'ai attendu qu'elle repasse. Quand elle est revenue de ce côté, j'ai vu son visage. Ce n'était pas humain. La peau était pâle, tendue sur des os trop visibles. Sa silhouette était maigre, presque déformée, comme si elle avait été étirée. Il n'y avait aucun cheveu sur sa tête. Ses yeux étaient noirs, complètement noirs, sans iris ni blanc. Elle avançait avec cette lenteur calculée, comme si elle savait que je l'observais. Elle a tourné autour de la tente toute la nuit. Pas une seule fois elle n'a couru, pas une seule fois elle n'a parlé. Elle était juste là, à tourner, à attendre que quelque chose se passe. Quand le soleil a commencé à se lever, le bruit s'est calmé. Puis plus rien. Le silence est revenu d'un seul coup, comme si la forêt retenait son souffle. Quand mes parents et mon oncle se sont réveillés, j'étais glacé, tremblant, incapable de penser à autre chose. Je leur ai raconté, la voix cassée, les mains qui tremblaient. Ils ont cru que j'avais fait un mauvais rêve. Je sais pourtant ce qu'est un cauchemar. Je n'ai pas dormi une seule seconde cette nuit-là. J'ai dormi toute la journée suivante, épuisé au point de m'effondrer. Ce n'était pas un rêve. Même maintenant, des années après, je me rappelle le bruit des pas, le souffle contre la tente et ses yeux noirs qui me regardaient passer. Je campais avec des amis. On était restés éveillés tard à se raconter des histoires de fantômes, ce qui n'était pas très malin, et on avait réussi à se faire peur nous-mêmes. Le moindre bruit nous faisait sursauter. Alors qu'on était assis autour du feu, on a tous entendu quelqu'un marcher. Pas un animal, mais une personne. Comme je l'ai déjà dit, je sais très bien différencier les sons des animaux. Quand on s'est tu, le bruit s'est arrêté. Ça ne nous a pas empêchés d'aller voir. Tous ensemble, on est partis en direction du bruit et on est tombé sur ce qui ressemblait à un très vieux cimetière. Je connais assez bien les bois où je chasse, mais pas chaque recoin. On a commencé à examiner les seules pierres tombales visibles. On avait nos lampes torchées et la lune éclairait bien. On en a trouvé une avec un pentagramme, ce que j'ai trouvé très étrange. On s'était séparés par petits groupes et la fille avec qui j'étais s'est arrêtée en me disant de regarder dans la direction qu'elle montrait. Il y avait quelque chose accroupi près d'une pierre tombale. C'était assez petit pour essayer de se cacher, mais ce n'était pas humain. Quand on s'est approché, c'était parti, disparu sans laisser de traces. Autant dire qu'on a couru jusqu'à notre campement, on a sauté dans nos tentes et on n'en est pas sorti avant le lever du soleil. Je n'ai toujours aucune idée de ce que c'était. Je me souviens aussi d'un trajet vers Cumberland Falls avec le gars que je fréquentais à l'époque, il y a plusieurs années. D'un coup, une femme est apparue, entièrement vêtue de blanc, exactement comme dans la légende de la Dame Blanche. Elle a disparu aussitôt. On l'a tous les deux vue, donc je sais que je n'ai pas rêvé. Beaucoup de choses étranges se passent dans les bois des Appalaches et certaines de ces choses sont humaines.
Et pour moi, c'est parfois plus effrayant que le paranormal. On a tous nos propres expériences, certaines bien plus terrifiantes que d'autres. Et j'aimerais aussi entendre celles des autres. La personne qui a dit qu'il ne fallait pas regarder dans les arbres avait raison. Et oui, rester sur les sentiers est probablement ce qu'il y a de mieux. Je ne conseillerais à personne d'aller là-bas sans expérience, comme beaucoup le font, en espérant capter du paranormal. Tu pourrais obtenir bien plus que ce que tu imagines. Je vis dans une vallée entourée de 2 montagnes appalachiennes, en Pennsylvanie. Ici, les montagnes font partie du décor quotidien. On finit par ne presque plus y penser, jusqu'au jour où quelque chose d'étrange se produit. C'est ce qui m'est arrivé récemment, et je n'ai toujours aucune explication. Il y a quelques semaines, un ami et moi avons décidé d'aller camper dans les montagnes de Tuscarora. Rien d'extraordinaire, juste une nuit en pleine nature. Je dormais dans un hamac, avec une bâche tendue au-dessus de moi au cas où il pleuvrait. Il faisait froid, mais ce sont des choses normales en hauteur. Je m'étais finalement endormi, bercé par le vent dans les branches et les bruits réguliers de la forêt. Tout était calme jusqu'à ce que je sois réveillé par une lumière. Pas une petite lueur, pas un reflet. Une lumière intense, blanche, comme si quelqu'un avait braqué une lampe torche juste devant mon visage. C'était si proche que j'ai vu mes paupières s'illuminer avant même d'ouvrir les yeux. Je me suis levé d'un coup, le cœur battant, et j'ai balayé les alentours du regard. Il n'y avait personne. Mon ami dormait dans une petite tente à quelques mètres. Il était ivre quand il s'était couché, et je pouvais encore entendre son ronflement, régulier, lourd. Personne n'aurait pu marcher jusqu'à moi sans bruit, ni repartir aussi vite. Et surtout, dans la forêt, même une branche cassée se remarque. Le hamac se balançait doucement, comme si rien n'était arrivé. La nuit n'avait pas changé. Les bruits d'insectes, le bruissement des feuilles, tout continuait normalement. Je suis resté éveillé un long moment, scrutant les arbres, cherchant la moindre trace. Rien. Pas de pas, pas de souffle, pas de silhouette. La lumière avait été là et puis elle avait disparu. Ce n'était peut-être rien. Mais cette lumière était trop vive, trop proche, trop précise. On connaît les lampes, les lucioles, les voitures au loin. Ce n'était rien de tout ça. C'était comme si quelque chose m'avait observé, comme si quelqu'un avait voulu me réveiller sans laisser de traces. Quand le matin est arrivé, mon ami s'est levé en plaisantant sur le froid et le mal de tête. Je n'ai rien dit. Le soleil brillait sur les arbres, comme si la nuit précédente n'avait pas existé. Pourtant, je sais ce que j'ai vu. Et depuis cette nuit-là, chaque fois que je retourne en montagne, je ne m'endors plus aussi facilement. Parce que parfois, dans ces vallées tranquilles, il y a des choses qui viennent sans bruit et repartent sans explication. Quand j'avais environ 7 ans, ma famille et celle de nos amis sont partis ensemble en voyage de ski au Hidden Valley Ski Resort, à Somerset en Pennsylvanie. Mon petit frère et moi ne savions pas vraiment skier, donc nous apprenions tous les deux. Mon frère voulait s'entraîner sur la piste pour débutants, donc nous y sommes restés un moment. La piste des débutants était juste devant la station alors que le reste des pistes se trouvait plus haut dans la montagne. Après quelques heures d'entraînement avec mon frère, j'ai décidé de prendre le télésiège pour essayer les autres pistes. Les amis avec qui nous étions étaient déjà en haut de la montagne, donc mes parents m'ont laissé monter seul. Je n'avais personne avec qui monter, alors une femme assez corpulente, d'âge moyen, avec des skis, m'a proposé de monter avec elle. Je m'en souviens très bien parce que j'étais soulagée et reconnaissante, j'avais peur de monter seul puisque je n'avais jamais pris de télésiège auparavant. La femme n'a pas prononcé un mot, mais son expression suffisait à montrer gentillesse et réassurance. Le télésiège a commencé sa lente montée et j'ai fait de mon mieux pour ne pas regarder en bas. Vu la hauteur, les skieurs ressemblaient à des insectes pris dans une lampe. J'avais la peur irrationnelle que le télésiège tombe en panne et qu'on reste suspendu des heures dans le vide. Mais tout s'est bien passé et je suis arrivé aux pistes. À ce niveau, on pouvait choisir plusieurs chemins.
Il y avait une section pour les snowboarders et plusieurs pistes pour les skieurs intermédiaires et avancés. Mon plan était simple, comme un système de progression. Je commençais par la piste pour débutants puis dès que je la maîtrisais, je passais à la suivante, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il soit temps de partir. J'ai descendu la piste intermédiaire plusieurs fois avant de passer à la piste avancée. Il devait être environ 8 heures et le soleil se couchait très vite, donc j'ai décidé de reprendre le télésiège une dernière fois pour faire la piste avancée. Cette piste était très raide et traversait des lacs gelés, des ruisseaux et beaucoup de végétation. Une chute pouvait être fatale. Je suis tombé parce que j'ai glissé sur une zone de neige trop épaisse. Mes skis se sont détachés et le soleil avait déjà complètement disparu. J'ai essayé de les chercher dans le noir, mais c'était impossible. Je n'avais aucune lumière et l'ampleur de la situation m'a frappé. J'étais seul, dans le noir total, à un endroit inconnu de la montagne, sans ski. Ce qui m'a le plus effrayé, c'était le silence. C'était assourdissant. Je paniquais. Et soudain, une lumière est apparue derrière moi. Elle s'est approchée et c'était la femme d'âge moyen, celle du télésiège. Elle avait mes skis à la main. Dès que je l'ai vue, j'ai senti un immense soulagement. Elle m'a aidé à me relever, à remettre mes skis comme l'aurait fait une mère, puis elle m'a pris la main et m'a aidé à redescendre la montagne. Quand je suis arrivé en bas, tout le personnel était en train de me chercher. Apparemment, j'avais disparu pendant 2 heures. J'ai dit à mes parents que c'était impossible, parce qu'à peine quelques minutes après ma chute, cette femme était venue me sauver. À ma grande surprise, mes parents ont commencé à me poser des questions sur elle. Ils me regardaient comme si j'inventais tout. J'ai expliqué qu'elle était montée avec moi dans le télésiège et même mon ami avait vu qu'on était descendus ensemble, puisqu'il était monté un peu avant moi. Mes parents sont très religieux. Ils m'ont dit que cette femme était un ange, puisqu'il n'y avait aucune trace de son existence dans la station, à part mes 2 rencontres avec elle. Aujourd'hui j'ai 21 ans et je ne sais toujours pas comment expliquer ce qui s'est passé. Je sais que je ne suis pas resté seul dans la montagne pendant 2 heures. Et je n'étais pas la seule à avoir vu cette femme ce jour-là. Je ne suis pas croyant, mais comment se fait-il qu'aucune preuve de sa présence n'existe en 2009 ? Je vis dans les Appalaches en Caroline du Nord. J'ai connu plusieurs expériences étranges ici, mais celle que je vais raconter s'est déroulée dans la maison où je vis actuellement. Il y a quelque temps, j'ai adopté, ou peut-être que c'est elle qui m'a adopté, une vieille chatte abandonnée par les voisins. Elle n'avait jamais vécu à l'intérieur et j'essayais de l'habituer doucement. Je la nourrissais dans la salle à manger, mais je laissais la porte d'entrée ouverte. De la salle à manger au salon, puis jusqu'à la porte, il n'y avait qu'un long couloir droit. Si elle se sentait menacée, elle pouvait repartir dehors quand elle voulait. C'était le début de l'été, un moment où tout semble paisible, quand le vent sent la terre chaude et que les oiseaux chantent jusque tard. La chatte mangeait tranquillement dans la salle à manger. Je rangeais, je passais d'une pièce à l'autre, et j'arrivais à la fin du salon lorsque quelque chose a attiré mon attention par la fenêtre donnant sur la rue. Un homme se tenait là. Il portait un uniforme, et j'ai reconnu tout de suite une tenue confédérée. Je me suis dit qu'il devait y avoir une reconstitution historique quelque part. Il paraissait normal à première vue, un peu poussiéreux, mais rien d'inquiétant. Pourtant il a quitté la route et s'est dirigé vers mon jardin. J'ai senti un frisson, comme si l'air lui-même devenait plus lourd. La porte était ouverte, et il marchait en silence, droit vers la maison. Au moment où j'ai compris qu'il allait franchir le seuil, ma chatte a surgi depuis la salle à manger. Elle a traversé la pièce à toute vitesse, le poil hérissé, soufflant et hurlant comme si elle faisait face à un prédateur invisible. Elle a bondi dehors, terrifiée, comme si elle fuyait quelque chose que moi je ne voyais pas. J'ai couru derrière elle et j'ai cherché l'homme. J'ai fait le tour de la maison. Mon jardin est clôturé à l'arrière, il n'y a aucun passage possible. Pourtant il n'était nulle part. Pas une trace de pas, pas un bruit, rien. L'air était redevenu calme sans aucune transition. La chatte tremblait encore sous le porche, et elle n'a plus remis les pattes dans la maison avant plusieurs heures.
Ce n'était pas la première chose étrange que j'avais vue sur ce terrain, et certainement pas la dernière. Parfois, je me demande combien d'histoires anciennes s'accrochent encore à cette montagne. Ici, les vivants ne sont pas toujours les seuls à marcher entre les arbres. J'ai vécu dans 2 régions différentes des Appalaches pendant une dizaine d'années et j'ai entendu beaucoup d'histoires, en plus d'avoir moi-même vécu quelques événements paranormaux. J'ai passé mon enfance à pêcher à la mouche partout dans les Appalaches avec mon père. J'ai passé énormément de temps dans les bois et je n'ai jamais vu autre chose que des coyotes ou des ours. Mais j'ai vécu dans plusieurs endroits où je sentais que quelque chose hantait les lieux. Maintenant que j'y pense, presque toutes les maisons où j'ai vécu dans les Appalaches avaient des phénomènes étranges. Depuis que je vis dans les plaines, je n'ai plus rien vécu de ce genre. L'histoire la plus amusante, à laquelle je n'ai jamais cru, était celle d'une maison qui avait brûlé, mais qui réapparaissait parfois quand des gens passaient en voiture. Plusieurs m'ont juré que c'était vrai. Je n'ai jamais vu quoi que ce soit de net pendant que j'y vivais, mais j'ai habité dans une ferme que beaucoup considéraient comme hantée. Elle se trouvait sur une très ancienne berge, près de l'un des plus vieux cours d'eau du monde. Il y avait beaucoup de traces d'anciens villages amérindiens. Quand j'ai commencé à travailler et vivre là-bas, le propriétaire avait amené une médium sur la propriété, et elle affirmait que c'était l'endroit le plus spirituellement actif qu'elle ait jamais vu. Beaucoup disaient avoir vu des choses, mais pas moi. Pourtant j'avais parfois la sensation d'être observé et j'ai fait plusieurs crises de paralysie du sommeil pendant lesquelles j'avais l'impression de sortir de mon corps et de flotter au-dessus de la ferme, avec quelque chose de clairement malveillant autour. Ça s'est produit plusieurs fois, puis ça a fini par s'arrêter, comme si la chose avait perdu tout intérêt pour moi. Plus tard j'ai déménagé dans une très vieille maison délabrée à 1 kilomètre de là. Elle avait des détecteurs de monoxyde de carbone partout. Elle avait l'air tout droit sortie d'un film d'horreur. Elle datait de la fin des années 1800. Il y avait un garage avec une vieille Ford des années 1940. Chaque fois que je me tenais à côté, j'avais l'impression d'être observé. Mon propriétaire m'a appris que son père était mort d'une crise cardiaque exactement à cet endroit, en travaillant sur la voiture. La maison avait été construite par une femme, et ma petite amie était persuadée qu'elle la hantait. Même si je crois aux fantômes, j'essaie d'être sceptique, donc je ne la croyais pas vraiment. Un soir, nous avions des amis à dîner. Il restait encore beaucoup d'affaires du propriétaire dans la maison, dont un vieux phonographe dans un coin de la cuisine. Le genre qu'on doit remonter pour qu'il joue. Mais il n'était pas fonctionnel, la manivelle ne faisait rien. Je reconnais qu'on avait bu, j'étais même très ivre, mais il y avait un enfant avec nous, parfaitement sobre. Tout à coup, le phonographe s'est mis à jouer une vieille chanson country, très faiblement, mais assez fort pour que tout le monde l'entende. On a paniqué. Ça n'a duré que quelques secondes. On a essayé de reprendre notre soirée et de continuer à cuisiner. Une trentaine de minutes plus tard, la porte de la cuisine s'est ouverte violemment. J'ai essayé de me dire que c'était le vent, mais après le phonographe, on était sur les nerfs. Plus tard, je parlais à l'enfant et j'avais le dos tourné au phonographe. Ses yeux se sont agrandis et elle a pointé le coin de la pièce. Le silence est tombé et, à nouveau, une chanson country très grésillante s'est mise à jouer. Pendant tout le temps où nous avons vécu là, les ampoules sautaient souvent, ce qui est normal pour une vieille maison. Mais ma petite amie était persuadée que ça arrivait plus souvent quand nous étions négligents avec le ménage. Elle disait en plaisantant que la vieille dame se mettait en colère et voulait nous dire de ranger. La nuit où nous avons déménagé, presque toutes les lumières se sont mises à griller une par une. Je me disais que c'était juste un vieux câblage, mais en même temps j'avais l'impression que la vieille dame était triste de nous voir partir. J'ai grandi toute ma vie dans les montagnes de l'est du Tennessee, au milieu des bois et des vallons. Mon père possédait plus de 90 acres de terrain, un bout de terre sauvage qui n'avait pratiquement jamais été touché par l'homme. Il y faisait paître quelques vaches, mais la forêt, le sol, les pentes, tout était comme à l'époque des premiers colons. Quand on grandit là-dedans, on apprend vite à se faire discret. Dans ces bois, si on marche doucement, on peut surprendre toutes sortes d'animaux.
La fois dont je suis le plus fier, c'est quand j'ai réussi à surprendre une troupe de dindes sauvages. Ces oiseaux sont toujours en alerte, et 9 fois sur 10 ce sont elles qui vous voient avant que vous ne les repériez. Ce jour-là, j'ai vu leur tête se lever d'un coup et j'ai su qu'elles comprenaient qu'un humain était là. Pourtant elles n'ont pas fui immédiatement. C'était une petite victoire, mais une victoire tout de même. Le plus gros prédateur que j'ai vu de mes propres yeux, c'est un renard roux. Ce n'est pas bien grand, pourtant dans ces montagnes, tout le monde sait que ce que vous voyez n'est jamais toute l'histoire. Mon père installait des caméras un peu partout, et on a vite compris que les bois n'étaient pas aussi tranquilles qu'ils avaient l'air. On a vu passer une famille d'ours noirs, et une meute de coyotes. Parfois, les caméras capturaient des choses étranges. Une silhouette qui ressemble à un cerf, mais quelque chose ne va pas. Les images se déforment comme si l'animal refusait d'être filmé. On croit voir un corps sur 4 pattes, puis l'instant d'après il semble droit, comme s'il marchait debout. Les histoires du coin sont tout aussi étranges. Un voisin jure avoir vu un puma, un félin noir comme la nuit. Un autre parle d'un ours énorme avec des poils qui blanchissaient au bout, comme un grizzly venu de nulle part. Ces animaux ne devraient pas être là. Pourtant les gens du coin racontent ce qu'ils ont vu, et ici, on apprend à ne pas rire de ceux qui ont peur. Et puis il y a la nuit, quand tout devient plus silencieux mais jamais vraiment calme. Si on s'aventure dans les bois après le coucher du soleil, on n'est jamais seul. On entend des pas, parfois des respirations, et de temps en temps une lumière passe entre les arbres, trop rapide pour être une lampe, trop silencieuse pour être une voiture. Parfois, les échos de nos propres pas se répercutent sur les collines et reviennent avec un décalage, presque une autre voix, une autre version de nous-mêmes. Mais ces explications ne couvrent jamais tout. Il reste des bruits qu'on ne peut pas attribuer aux animaux. Des craquements, des murmures, des appels si bas qu'on se demande si les arbres ne parlent pas entre eux. Les anciens disent qu'il existe des âmes bannies. Des gens si mauvais que le diable lui-même les aurait rejetés et condamnés à errer dans ces montagnes. Quand la nuit pèse sur la forêt et que les bruits se rapprochent trop, on peut presque les imaginer. On continue de marcher, on garde la tête droite, mais au fond on sait que quelque chose nous observe. Dans ces montagnes, tout le monde apprend à ne jamais dire qu'il n'y a rien là-dehors. Ceux qui l'affirment finissent souvent par changer d'avis. Je vais raconter une version plus courte d'une histoire plus longue liée aux auras sensibles. Une fois, j'étais avec une fille sur Big Frog Mountain, au crépuscule, à des kilomètres de toute présence humaine. Nous avions décidé de marcher un peu sur un sentier, et juste derrière la voiture, j'ai mis le pied dans une flaque de boue avec une eau d'une étrange couleur brun clair. Je lui ai montré la couleur étrange puis nous avons commencé à marcher. Après quelques minutes, elle a commencé à avoir peur, donc nous sommes revenus à la voiture. Dans la voiture, nous avons commencé à nous embrasser allongés sur le siège avant et elle avait la main posée dehors par la fenêtre. J'ai ressenti une étrange sensation dans mon dos. Ça m'était déjà arrivé quand quelqu'un se tenait derrière moi. Je lui ai dit de rentrer sa main, ce qu'elle a fait. Quelques minutes plus tard, j'ai ressenti cette sensation à nouveau, mais cette fois c'était urgent. J'ai remonté sa fenêtre, mais comme j'étais un adolescent obsédé, j'ai continué notre séance de baisers. Quelques minutes plus tard, j'ai eu l'impression que quelqu'un collait un fil électrique en direct dans mon dos. Je me suis redressé d'un coup, j'ai allumé la voiture et j'ai conduit en descendant la montagne. Elle était perdue et m'a demandé ce qu'il y avait. J'ai répondu que je n'en savais rien, mais que quelque chose n'allait pas. Nous sommes rentrés chez mes parents, qui nous ont assuré que tout le monde allait bien. Une fois calmés, on a mangé un peu, puis nous nous sommes préparés à repartir. J'ai ouvert la portière pour elle, puis je suis passé derrière la voiture. En marchant, j'ai jeté un coup d'œil à l'arrière de la carrosserie et j'ai vu des empreintes de mains de la même couleur que l'eau de la flaque de boue. La dernière se trouvait sur la vitre arrière, et on voyait clairement que quelqu'un avait observé la voiture tout en avançant doucement vers la fenêtre du conducteur. Quand j'ai vu ces empreintes, ça m'a traversé comme un éclair. J'ai tout compris d'un coup. Un frisson glacé m'a parcouru. J'ai fait sortir la fille de la voiture et dès qu'elle a vu les marques, elle a compris elle aussi. Cette histoire est vraie, je le jure, et je ne l'oublierai jamais.
Je vis dans une région très isolée au cœur des Appalaches, et je peux confirmer que les histoires sont vraies. J'ai 35 ans et j'ai hérité d'une cabane lorsque mon grand-père est mort, il y a 5 ans. 2 jours à peine après mon installation, j'avais déjà entendu les sifflements. Pas un bruit de vent, pas un oiseau. Un sifflement long, clair, presque humain, qui venait de la lisière des arbres. J'avais grandi dans ces montagnes, mais ce son-là, je ne le connaissais pas. 5 années ont passé. On finit par s'habituer à tout ce que la forêt garde pour elle. J'ai vu des visages collés aux vitres, des silhouettes effilées, trop grandes, trop maigres pour être humaines. Parfois juste une ombre qui glisse entre les troncs, parfois un reflet dans la fenêtre qui disparaît dès que je bouge. Je n'ai jamais laissé ces choses s'approcher. Je sais que si je sortais au mauvais moment, on ne me retrouverait jamais. La plupart du temps je reste à l'intérieur quand la nuit tombe. Certaines soirées sont calmes, d'autres non. Et la dernière en date est encore trop fraîche dans mon esprit. Je regardais la télévision dans le salon quand j'ai entendu un bruit contre la fenêtre. Au début, je pensais que c'était un raton laveur ou une branche. Mais le bruit est revenu, plus net. C'était des griffes. Cela raclait la vitre comme si quelque chose voulait entrer. J'ai appris avec le temps qu'il vaut mieux faire comme si de rien n'était. Pas de lumière supplémentaire, pas de bruit, pas de réaction. Alors je suis resté assis à regarder l'écran pendant que le grattement continuait. Cela a duré au moins un quart d'heure. Puis le son a changé. Comme un souffle, ou un gargouillis, quelque chose de trop proche. La voix était rauque, saturée, comme un poste de télévision qui grésille quand il n'y a pas de signal. Pourtant les mots étaient nets. Cela disait mon prénom, encore et encore. Je ne me suis pas levé. Je ne me suis même pas retourné. J'ai continué de regarder la télévision en espérant que la créature comprendrait qu'elle n'obtiendrait rien. Vers minuit, j'ai entendu des pas s'éloigner dans les feuilles sèches. Les bois sont redevenus silencieux progressivement, comme si la nuit respirait à nouveau. Je n'ai rien vu cette fois-là, mais je sais que ce n'est jamais fini. Ceux qui vivent dans ces montagnes savent que la forêt a des règles. On apprend à les respecter si on veut rester en vie. Un jour, j'ai pris les routes secondaires à travers les Appalaches en fin de soirée pour éviter la circulation sur l'autoroute. Depuis Knoxville, en route vers le Michigan. C'est la seule fois où je me suis senti en danger en conduisant à grande vitesse dans une voiture. C'est difficile à expliquer, mais ce sentiment était simplement là. Je me rappelle avoir conduit pendant ce qui m'a paru être plus d'1 heure, avec pour seul paysage des collines et des arbres. Pas de maison, pas de ligne électrique, rien. Puis, du coin de l'œil, j'aperçois une structure à environ 80 ou 100 mètres de la route. Une sorte de cabane. Pas de ligne électrique qui y menait. Juste une vieille construction. Je dirais une grange, mais ce n'était pas assez haut pour en être une. Plutôt un grand abri ou une petite remorque. Il n'y avait aucun véhicule visible autour. En tout cas, 3 personnes se tenaient dehors. 2 hommes et un enfant. Ils m'ont regardé depuis l'instant où j'étais en vue jusqu'au moment où j'ai disparu. C'était la sensation la plus inquiétante que j'ai jamais eue en voiture. J'avais de l'essence, je roulais à environ 95 km/h, mais j'avais l'impression d'être en danger réel, sans possibilité de fuir ni d'être aidé. À des kilomètres de toute forme de police ou d'assistance. Après les avoir dépassés, il s'est passé encore 20 ou 30 minutes avant que je ne voie un autre signe de vie humaine, une autre sorte de remorque sans lumière, mais entourée de plusieurs vieilles voitures. Et il m'a fallu au moins 1 heure avant de retrouver une station-service et une zone civilisée. Qu'est-ce que ces gens pouvaient bien faire là-bas? Pas seulement loin de toute civilisation, mais à des heures de celle-ci. Pas d'électricité, pas de magasin, aucune ressource moderne ou industrielle. J'ai passé une grande partie de ma vie dans le sud-est du pays, surtout à la campagne. J'ai aussi beaucoup randonné dans les Appalaches. J'ai parcouru des villes Fork, Parry Mountain, Table Rock, Warwomandel, des endroits autour de Sylva en Caroline du Nord, Asheville, le Tennessee et le sud-ouest de la Virginie.
Chaque automne, quand j'étais enfant, nous allions dans une petite ville près des contreforts des Appalaches appelée Diyar, en Géorgie. Pourtant, sur toutes ces routes et toutes ces montagnes, je n'ai jamais vécu quoi que ce soit de paranormal, sauf à un seul endroit. Cela s'est passé à Sylva, juste à la frontière du Tennessee. Pour notre 5e anniversaire de mariage, ma femme et moi avions réservé un chalet appelé The Lazy Bear Lodge. C'était construit si haut sur la montagne que, sur la terrasse, les nuages restaient en dessous. On voyait les oiseaux glisser au-dessus d'un océan de brume. Au soleil, c'était magnifique. On avait l'impression de flotter. Mais il y avait ce sous-sol. Un sous-sol parfaitement aménagé. Table de billard, canapé, lumière douce, tout ce qu'il faut pour passer une soirée tranquille. Pourtant, même en plein jour, quelque chose n'allait pas. La porte était ouverte quand nous sommes arrivés et impossible de la verrouiller. On a essayé encore et encore, rien n'y faisait. Et la porte intérieure qui reliait le sous-sol au reste du chalet ne verrouillait pas non plus. Je n'ai pas l'habitude d'être nerveux, mais là, mon instinct restait en éveil, comme si quelque chose attendait, invisible. Pourtant le début de la nuit était parfait. Barbecue, étoiles, bain chaud sur la terrasse. On s'est couché détendu. Le genre de nuit où on s'endort facilement. Sauf que je me suis réveillé au milieu de la nuit. J'étais dans la mezzanine et il suffisait de pencher la tête au-dessus de la rambarde pour voir tout le rez-de-chaussée. Et c'est là que je les ai vus. Des lumières, qui se déplaçaient comme si elles dansaient. Il n'y avait aucune lampe allumée, aucune bougie, rien qui puisse expliquer cette clarté. Pourtant la pièce était illuminée, scintillante, comme si Noël s'était installé dans la maison pendant notre sommeil. Les lumières se déplaçaient, tournaient, se rassemblaient puis se séparaient. J'ai dû bouger parce que ma femme s'est réveillée. Elle a ouvert les yeux, a regardé en bas et elle les a vus aussi. Elle a murmuré que c'était des lumières de fée. Ce n'était pas 1 ou 2 éclats, mais une dizaine, peut-être 13. Je les ai comptés encore et encore, trop surpris pour avoir peur, trop lucide pour croire à un rêve. Je n'ai pas dormi pendant le reste de la nuit. Je suis resté assis, à écouter chaque craquement de la charpente, chaque mouvement du vent. Au lever du jour, toutes les lumières avaient disparu. La maison était redevenue ordinaire. Pourtant, au fond de moi, je savais qu'il s'était passé quelque chose que je ne pouvais pas expliquer. Et le sous-sol, rien que d'y penser me donne encore la chair de poule. On n'a jamais trouvé pourquoi les portes refusaient de se verrouiller. On n'a jamais entendu de pas, de voix ou de bruit. Mais il y avait une sensation, une présence lourde, comme si quelqu'un ou quelque chose attendait derrière ces murs. Il y a clairement des choses bizarres dans le coin. La plupart des gens t'ignorent ou changent rapidement de sujet quand tu en parles, surtout les gens qui ne viennent pas du Sud. On met tout sur le compte de vieilles superstitions ou d'un événement médical aléatoire sans antécédent ni conséquence, plutôt que de croire ceux qui ont vécu toute leur vie au même endroit et qui disent qu'il s'est passé quelque chose de bizarre. Des gens que j'aime et en qui j'ai confiance m'ont dit qu'il y a une mauvaise énergie à certains endroits et que des choses étranges se produisent dans les bois parfois. Mauvaises sensations, objets déplacés ou disparus, pierres lancées, etc. Certains membres de ma famille ont des histoires de fantômes et, depuis que j'ai raconté cette histoire, plusieurs m'ont confié leurs propres histoires de fantômes ou de Bigfoot. Au printemps dernier, il y avait quelque chose dans les bois qui imitait le bébé de mes voisins. Le son était identique et j'ai vraiment cru qu'il était dans les bois. Mais à mi-chemin vers la lisière, je me suis arrêté en me demandant pourquoi le bébé de mes voisins serait en train de pleurer tout seul dans les arbres. Je ne sous-entends pas que c'était lui. Ma voisine est une bonne grand-mère et le bébé ne pouvait même pas se déplacer tout seul à l'époque. Je suis retourné vers la maison et j'ai commencé à enregistrer le son. Après 1 ou 2 minutes où les pleurs s'arrêtaient et reprenaient, quelque chose au même endroit a commencé à siffler très fort et à secouer l'arbre d'où venait le son. Cela se produisait en même temps que les pleurs, donc il y avait 2 choses derrière la lisière. Après ça, j'ai appelé ma grand-mère pour qu'elle sorte écouter aussi. On vivait ensemble à ce moment-là. La porte du porche est très vieille et très bruyante. Quand elle l'a ouverte, tout s'est arrêté.
Il y a eu un grand mouvement dans l'arbre d'où provenaient les sons, puis plus rien. J'ai vraiment cru que j'avais imaginé tout ça jusqu'à ce que je vérifie mon téléphone, que j'écoute l'enregistrement et que je m'assure que d'autres personnes pouvaient entendre ces bruits aussi. Je vis dans une petite cabane au bord de la forêt nationale Cherokee. Autrefois, tout le flanc de la montagne m'appartenant faisait partie d'un seul et même domaine familial. À chaque nouvelle génération, des parcelles ont été vendues, jusqu'à ce que les derniers descendants se retrouvent aujourd'hui tout en bas, à l'entrée de la vallée. On m'a raconté que la grand-mère était une guérisseuse. Les 2 dernières femmes ayant habité cette maison étaient une infirmière et une sorcière autoproclamée. C'est d'ailleurs auprès de cette sorcière que nous avons acheté la maison. Elle m'a dit qu'elle avait apporté ici Max le crâne et qu'elle avait organisé un cercle de tambours. Les voisins avaient signalé des cérémonies mystérieuses, des chants, des bruits de pas en pleine nuit, comme si la maison respirait avec la montagne. Pourtant, dès le premier instant où j'ai vu cette cabane, je suis tombée amoureuse de l'endroit. Je suis infirmière et j'ai toujours eu un petit côté sorcière, discret mais bien présent. Depuis que je suis ici, ce côté-là s'est réveillé, pas sous la forme de sortilège ou de grimoire mais comme une conscience plus profonde de ce qui m'entoure. Je ressens plus, je comprends plus, comme si la nature m'enseignait quelque chose. Certains diraient que je suis passé à un autre niveau de perception, quelque chose qui dépasse le simple monde matériel. Les Appalaches sont chargés de légendes depuis des siècles, et je comprends maintenant pourquoi. Ici, l'énergie circule, et celui qui vit dans ces montagnes doit être clair dans ses intentions. Je suis devenue plus attentive, plus respectueuse, comme si une force invisible m'observait et me guidait. Je ne suis pas naïve. Je sais que des choses sinistres se produisent dans ces forêts. On le sent parfois. Un frisson dans l'air, le silence qui devient trop lourd, les animaux qui soudain disparaissent, comme si quelque chose passait. Mais je ne me sens jamais en danger. Au contraire, je me sens protégé. Les montagnes me couvrent comme un manteau. Je leur parle parfois en marchant au crépuscule. Je leur demande de veiller sur la maison, sur ceux qui vivent ici. En échange, je les respecte, je les écoute. Ce n'est pas un endroit pour venir se moquer du monde ou jouer avec des forces qu'on ne comprend pas. C'est un lieu qui exige une âme honnête. J'ai souvent l'impression que cette cabane attire les personnes qui ont besoin de se retrouver. Des amis viennent et finissent par s'ouvrir, comme si la montagne leur imposait la vérité. On se surprend à parler de choses profondes, des souvenirs qu'on n'a jamais racontés à personne. C'est un refuge, mais aussi un miroir. Ici, on n'est jamais seul. La nature fait partie de chaque respiration, chaque rêve. Je parle peut-être trop, mais je me rends compte que je n'ai jamais vraiment raconté à quelqu'un ce que cela représente de vivre ici. Il y avait autrefois un camp près de Sylva, en Caroline du Nord, au bord de la rivière Tuckasegee. Il avait été acheté par une femme qui avait vendu plusieurs garderies dans la région de Jacksonville, en Floride. Elle y avait pris sa retraite. Au tout début des années 80, je fréquentais une autre garderie à Jacksonville pendant l'été et chaque année ils emmenaient un petit groupe d'enfants dans ce camp près de Sylva pour y passer une semaine à faire du tubing et à visiter les Smokies. Un été, je suis parti avec eux. Je suis presque sûr que c'était en 1981. Comme nous campions au bord de la rivière, nous faisions souvent du tubing sur une petite portion de la Tuckasegee, environ 1 mile. Ensuite nous revenions à pied au camp en faisant rouler nos chambres à air sur une vieille route en asphalte abandonnée que la nature commençait à reprendre. Lors de notre dernière nuit au camp, après la tombée du jour, nous avons marché sur cette route pour rejoindre l'endroit où nous sortions de l'eau. Des kayakistes avaient laissé un feu qui se consumait encore et nous nous sommes assis autour des braises. À part les cendres rougeoyantes, il n'y avait aucune lumière. Nous étions assis dans le noir complet. Au bout d'un moment, l'adulte qui nous supervisait a commencé à raconter une histoire. Il y a longtemps, de l'autre côté de la rivière, juste en face de l'endroit où nous étions, vivait un vieil homme qui possédait toutes les terres sur ce côté de la montagne. Aujourd'hui, ces terres étaient abandonnées et rendues à la forêt, mais autrefois, chaque jour,
le vieil homme descendait de sa cabane dans l'obscurité du petit matin pour aller pêcher dans la Tukasgé. Il traversait les rails du train qui étaient cachés à nos yeux par la densité de la forêt. Un matin, toujours selon l'histoire, il descendait la montagne dans le noir et, pour une raison ou une autre, il n'avait pas vu le train arriver. Le conducteur sentit qu'il venait de heurter quelque chose et s'arrêta. Il descendit de la locomotive, marcha le long de la voie pour retrouver le corps, mais il n'y avait aucune trace du vieil homme. Le conducteur repartit, puis alerta les autorités. Les amis du vieil homme furent prévenus et allèrent à sa cabane. Il n'y avait aucune trace de lui, mais ses cannes à pêche préférées avaient disparu. Ils allèrent donc jusqu'à la rivière et furent très surpris de les trouver plantés dans la berge, appâtés et lancés dans l'eau. Inquiets, ils ramassèrent les cannes, partirent en ville et les laissèrent dans la voiture le temps de faire des courses. En revenant, les cannes avaient disparu. Quand ils sont retournés chez le vieil homme, les mêmes cannes étaient de nouveau dans la terre, appâtées et lancées dans le même endroit du fleuve. Pour un enfant assis dans le noir absolu, avec la montagne en face invisible et seulement le bruit des rapides qu'on ne voyait pas, c'était une histoire terrifiante. On se sentait vulnérable, la chair de poule. Puis le superviseur a terminé en disant que, de temps en temps, des gens prétendaient voir le fantôme du vieil homme marcher lentement le long des rails dans la nuit, une lumière à la main qui se balance d'avant en arrière pour avertir les gens de ne pas s'approcher des rails. Et je te jure qu'au moment exact où il a dit ça, une lumière est apparue à mi-hauteur de la montagne, avançant lentement, en ligne droite, dans l'obscurité la plus totale. À un moment quelqu'un a demandé ce qu'était cette lumière, tout en sachant pertinemment ce qu'elle semblait être. Aucun adulte ni enfant n'a pu expliquer pourquoi cette lumière était apparue à ce moment précis, sauf si c'était le fantôme de ce vieil homme. Nous sommes partis immédiatement. Des années plus tard, pendant un été à l'université, j'ai travaillé comme moniteur dans cette même garderie à Jacksonville. Le superviseur de cette époque est venu rendre visite. J'étais adulte. Il ne m'a pas reconnu. Je me suis dit que je devais lui demander. Comment avait-il fait pour coordonner quelqu'un sur les rails avec une lampe exactement à ce moment-là? Il m'a répondu qu'il n'avait rien coordonné du tout. Il était convaincu depuis tout ce temps qu'il avait vu le fantôme de ce vieil homme. Il y a environ 15 ans, j'étais avec quelques amis et nous jouions à un jeu. Je crois que c'était une sorte de cache-cache ou un jeu de poursuite. Le soleil venait tout juste de disparaître derrière l'horizon. C'était ce moment étrange où, dans un champ ouvert, on pouvait encore voir assez clairement, mais l'intérieur des bois devenait sombre et opaque. Comme le but du jeu était de se cacher, moi et un ami avons grimpé une petite colline et nous nous sommes allongés juste à l'entrée des arbres. Il y avait un creux dans le sol, parfait pour nous dissimuler. Seules nos têtes dépassaient un peu pour observer nos camarades qui cherchaient à nous trouver. On les voyait parfaitement. Ils riaient, ils criaient nos noms, ils couraient sans avoir la moindre idée de l'endroit où nous étions. Puis, sans aucun avertissement, un son est venu de la forêt derrière nous. Pas un bruit de feuilles ou d'animaux, mais de la musique. Mon ami a dit que ça ressemblait à une fanfare, mais ce n'était pas tout à fait ça. C'était un rythme de tambour, lent et régulier, comme ceux qu'on entendrait dans une cérémonie amérindienne. Il y avait aussi des voix. Peut-être du chant, peut-être du chuchotement. On aurait pu croire à une procession cachée dans les arbres. On entendait le son d'un instrument qui ressemblait à un bâton de pluie, ce bruit doux et continu comme l'eau qui glisse sur des pierres. Puis il y avait le bruit de pas, comme un groupe nombreux qui marchait ensemble. Cela avait du sens avec l'histoire de la région. On pouvait y croire. Mais un autre instrument s'est mêlé au reste et c'est là que tout est devenu inexplicable. On a entendu une cornemuse. Le son était clair, puissant et impossible à confondre. Une mélodie qui, dans un autre contexte, aurait été belle, peut-être émouvante. Dans cette forêt, dans le noir, dans le silence de la nuit qui tombait, c'était une musique venue de nulle part. Les tambours, les chants, la marche et la cornemuse se mêlaient comme si deux mondes anciens jouaient ensemble, alors qu'ils n'auraient jamais dû se rencontrer. La musique devenait plus forte, comme si ce groupe invisible s'approchait. Puis tout s'est arrêté d'un seul coup. Pas de transition, pas d'écho, rien.
Le silence s'est abattu sur la forêt. Mon ami et moi avons bondi hors de notre cachette et nous avons couru en direction du jardin. Nos autres amis, qui étaient en train de regarder vers nous, avaient entendu le même son. Ils avaient déjà pris la fuite avant même que nous atteignions le bas de la colline. On a sauté les 9 ou 10 pieds de dénivelé d'un seul mouvement, sans réfléchir. Personne n'a voulu retourner dans les bois. On s'est regroupé près de la maison et on a parlé en chuchotant, comme si la musique pouvait revenir si on faisait trop de bruit. Aucun de nous n'a trouvé une explication. À la lumière du jour, on aurait peut-être ri de cette histoire. Ce soir-là, personne n'a ri. Il n'y a qu'une seule chose précise que j'ai vue de mes propres yeux et que je considère comme potentiellement paranormale. C'était une chaude nuit d'été en 2005. J'étais avec mon ami Josh, chez ses parents, dans leur mobile home situé dans une zone très rurale du centre-est du Kentucky, près d'une petite ville appelée Clay City. Cherchez sur une carte, il n'y a vraiment pas grand-chose là-bas. Leur terrain était typique de beaucoup de maisons des Appalaches. Quelques hectares dégagés autour de la maison et, plus loin, une épaisse forêt et des terres agricoles. Nous étions assis au sous-sol en train de discuter et Josh m'a demandé si je voulais sortir dans la cour pour fumer une cigarette. En sortant du sous-sol, j'ai allumé ma cigarette et j'ai levé les yeux. La toute première chose que j'ai vue était une sphère blanche brillante que j'ai d'abord prise pour la lune. Je me suis dit, la lune est vraiment lumineuse ce soir. En regardant mieux, j'ai fini par voir la vraie lune du coin de l'œil, un peu plus loin vers l'est. Cet autre objet semblait de taille similaire, de la même couleur blanche, mais j'ai eu la nette impression qu'il se trouvait dans l'atmosphère, pas dans l'espace. Confus, je l'ai fixé pendant 10 ou 15 secondes. Il ne clignotait pas, ne vacillait pas, ne bougeait pas. Il restait parfaitement immobile. Puis soudain, il est tombé tout droit vers le sol, comme s'il chutait. Mais avant de toucher la terre, il a disparu. Éteint. Sans aucun bruit. Cela m'a tellement surpris que j'ai crié. J'ai dit, « Waouh, c'était quoi ça? Tu as vu ?» Bien sûr, Josh n'avait rien vu. J'étais dégoûté. Je savais que j'avais l'air d'un fou, puisqu'il venait de rater un fichu ovni. Même si à ce moment-là, je n'étais pas totalement convaincu que c'était quelque chose d'étrange, j'étais encore dans le déni. Ce n'est que 8 ou 9 ans plus tard, quand j'ai repensé à la scène après avoir écouté des témoignages d'autres personnes, que j'ai commencé à penser que c'était peut-être réellement un ovni. Cela ne pouvait absolument pas être un avion, un drone, un hélicoptère, un ballon, une fusée éclairante, une étoile filante, des débris spatiaux, un lancement de fusée, un projecteur, un reflet, rien de tout cela. J'ai cherché une explication pendant des années et je n'ai rien trouvé. C'était quelque chose d'inhabituel, j'en suis convaincu. Je n'ai jamais rien vu de pareil avant ou après. Je continue à regarder, au cas où. Et j'ai parlé avec des gens du coin qui ont vu ces lumières fantômes ou ces orbes. Parfois elles sont plus grandes, plus petites, d'autres couleurs. Parfois très haut dans le ciel, parfois près du sol. Je ne pense pas que ce soit du gaz des marécages. Quelque chose de bizarre se passe dans les Appalaches et je suis persuadé que si je continue à observer, j'en reverrai une. Cela ne semble pas être une expérience incroyable racontée comme ça, mais honnêtement, ce moment a complètement changé ma façon de voir les phénomènes étranges et paranormaux, ici dans les Appalaches et ailleurs. J'étais un sceptique total avant. Et aujourd'hui je ne crois pas toutes les histoires que j'entends, mais je crois qu'elles pourraient être vraies. Les Appalaches sont étranges, je ne sais pas quoi penser de tout ça. Il existe un endroit appelé Moonshine Church où sont enterrés les Blue Eyed Six. Tu n'en as probablement jamais entendu parler, mais ça vaut la peine de chercher leur histoire. Un groupe d'hommes reconnus coupables d'un meurtre commis pour toucher une assurance. Ils ont été pendus et enterrés dans le cimetière de l'église. Le cimetière se trouve sur la route, au pied de la montagne. L'ancienne église, elle, est plus loin, cachée dans les bois. La nuit, le lieu a quelque chose de malsain. Les arbres semblent se refermer, comme s'ils essayaient d'empêcher quiconque d'y entrer. D'après la légende locale,
Si quelqu'un réussit à trouver l'ancienne église au cœur de la forêt, il verrait 6 paires d'yeux bleus flotter dans la pénombre de la salle. Les gens racontent que les yeux ne clignent jamais et qu'ils regardent en silence, comme si les condamnés attendaient un visiteur. Les adultes disent que c'est un pur mensonge. Mais quand on est adolescent, on préfère croire aux histoires qui font frissonner. Tous les jeunes de la région étaient déjà passés par là. Ils roulaient lentement devant le cimetière, se garant juste au bord du chemin. Personne ne descendait. Personne n'allait chercher l'église perdue dans la forêt. Les plus courageux disaient qu'ils y iraient un jour. Les autres se contentaient de raconter ce qu'ils avaient entendu. Un soir, moi et mes amis avons décidé d'être ceux qui iraient plus loin que les autres. On a laissé la voiture et on a marché dans les bois. Pas de lampe puissante, juste la clarté imparfaite des téléphones. Le sol était humide, les branches craquaient, et la forêt avalait nos pas comme si elle ne voulait pas qu'on revienne. Au bout d'une dizaine de minutes, un bruit sec a éclaté dans le noir. Pas un animal, pas une branche qui se casse. Le son métallique d'un fusil à pompe qu'on arme lentement. Ensuite une voix éraillée a rugi que nous devions partir immédiatement. Pas d'hésitation, pas de menace voilée, seulement un ordre, froid et clair. La peur nous a transpercés d'un seul coup. Plus personne ne jouait les braves. On a fait demi-tour sans réfléchir, courant comme si la forêt entière nous poursuivait. Aucun de nous n'a cherché à savoir qui tenait le fusil ou si l'homme vivait là depuis toujours. On a simplement compris que les histoires de fantômes n'étaient pas la chose la plus dangereuse dans ces bois. Et cette nuit-là, sans avoir vu l'église, on a compris pourquoi personne ne s'aventure au-delà du cimetière. Certaines légendes font peur, mais certaines présences sont bien réelles. Mon oncle, le frère de ma mère, a une ferme dans le sud-est de la Virginie occidentale depuis les années 70, bien avant ma naissance. Ma mère est l'aînée de 5 enfants et mon oncle a construit plusieurs maisons sur le terrain pour que la famille puisse en profiter. Certains y vivaient et d'autres, comme ma famille, venaient souvent en visite. Ma mère, ma sœur et moi passions des semaines entières là-bas avec la famille. J'adorais cet endroit parce que j'ai beaucoup de cousins et comme j'étais la plus jeune, je les suivais partout et je me sentais en totale sécurité. C'était mon endroit préféré. Petite, je ne me souviens de rien d'étrange, à part un ami imaginaire avec lequel je jouais uniquement à la ferme, jamais ailleurs, alors que nous avions beaucoup déménagé à cause du travail de mon père. À partir de 5 ou 6 ans, j'ai commencé à avoir le droit d'aller seul d'une maison à l'autre sur la propriété et je trouvais cela génial. Je me suis mise à explorer. Mes oncles faisaient du tir à l'arc pour chasser et m'y avaient emmené plusieurs fois près de la forêt. Ils y avaient des plateformes dans les arbres. Je les retrouvais seuls et je les prenais pour des cabanes secrètes. Ton histoire me rappelle exactement la toute dernière fois où je suis parti seul dans les bois sans un membre de la famille. C'était en hiver, je voulais jouer dans la neige et explorer. Je suis monté sur ce que j'appelais la montagne, même si c'était sûrement juste une colline très grande, et j'ai cherché les plateformes dans les arbres. Je n'ai pas réussi à les trouver et, frustré, je me suis assise près d'un petit ruisseau pour reprendre mon souffle. Cela faisait à peine 3 minutes que j'étais assise quand un cri a retenti, un cri que je ne peux décrire que comme terrifiant. J'ai d'abord pensé à un renard, jusqu'à ce que j'entende une autre voix. Une voix qui pleurait, qui gémissait, et la détresse qu'elle exprimait était presque palpable. Mes cousins avaient toujours raconté des histoires effrayantes sur les Appalaches, alors j'ai pensé qu'ils m'avaient suivi pour me faire peur. J'ai crié que ce n'était pas drôle, que j'allais rentrer, et j'ai suivi mes traces dans la neige aussi vite que possible. Le cri et les pleurs ne se sont jamais arrêtés, toujours à la même distance, sans faiblir, ce qui m'a convaincu que mes cousins se moquaient de moi. Pourtant il n'y avait pas de mots distincts, juste des hurlements et des pleurs. Mais ce n'était pas une voix normale. En sortant de la forêt j'ai aperçu la maison principale, celle de mon oncle, la plus grande. À partir de là j'ai couru le plus vite possible jusqu'à la porte de la cuisine. Je me souviens d'avoir claqué la porte derrière moi, terrifié et aussi vraiment énervé d'avoir été la cible d'une mauvaise blague. Sauf que tous les membres de ma famille étaient là, dans le salon et la cuisine.
Les cousins plus âgés et mes oncles mettaient leurs bottes et leurs manteaux pour partir à ma recherche. Ils étaient inquiets car j'avais disparu depuis plusieurs heures. D'après ma mère, j'étais livide. Mes mains étaient couvertes d'éraflures malgré mes moufles. J'avais dû tomber. Ils étaient vraiment prêts à partir me chercher dans les bois. J'avais quitté la maison de ma tante pour aller chez mon oncle, puis j'avais changé de direction sans le dire à personne. J'avais 8 ans, je n'avais pas réfléchi. Ma mère m'a demandé ce qu'il s'était passé. J'avais l'air d'avoir vu un fantôme. J'ai demandé si quelqu'un était venu dans les bois pour m'appeler ou crier. Ils ont répondu non, qu'ils étaient allés dans les différentes maisons de la famille, puis avaient vu mes traces de pas dans la neige menant vers la forêt. Je leur ai expliqué ce que j'avais entendu et où j'étais allé. Mon oncle a répondu « Ah, merde, tu es sûrement tombé sur la sorcière. » Au début j'ai cru qu'il parlait d'une vieille femme vivant seule dans la forêt. Pas du tout. La sorcière était juste le nom qu'il donnait à une chose inconnue qui parcourait les bois en criant, en pleurant, en imitant des voix humaines et en donnant à ceux qui l'entendaient un sentiment de menace impossible à ignorer. Pas de légende précise, pas de folklore officiel, mais tous mes cousins plus âgés avaient vécu des expériences similaires. Cela m'a glacé. Depuis ce jour, même si je suis retourné à la ferme plusieurs fois dans ma vie, je n'ai jamais remis un pied près de la lisière des bois. Jamais. Même adulte. Ma famille ne m'a pas prise pour une folle. Ils m'ont juste dit qu'on n'entre pas dans les bois seul. Donc j'ai compris la leçon. Personne n'a jamais été physiquement blessé par cette chose d'après ce qu'ils savent. C'était plus comme un esprit malicieux qu'autre chose. Mais les Appalaches ont des choses vraiment étranges. Je me souviens aussi d'événements bizarres la semaine des funérailles de ma tante quand j'avais 21 ans. Et des voix, des yeux rouges, des formes de fumée au bord de la forêt. Mais après ce jour-là, je n'ai jamais voulu aller vérifier. La ville qui semble le mieux représenter l'Appalachia aujourd'hui est Parkersburg en Virginie-Occidentale. Je travaille pour une entreprise qui possède une installation près de Parkersburg et voilà ce que j'ai entendu ou vécu là-bas. On dit que c'est l'une des villes les plus hantées des États-Unis. Les nuits sont silencieuses, vraiment silencieuses, au point que, parfois, on croirait entendre une bataille de la guerre de sécession gronder autour de soi. J'ai entendu ces bruits. Je me suis donné des explications rationnelles en me disant que cela venait du trafic ferroviaire lourd dans la région et du cerveau qui ajoute des sons qu'il croit reconnaître. Mais quand un groupe de 5 à 10 personnes entend exactement la même chose au même moment, la logique commence à vaciller. On peut encore trouver des explications, mais cela laisse un sentiment étrange, comme si le passé refusait de dormir. L'épidémie d'opioïdes et de méthamphétamine a frappé la ville de plein fouet. Certains jours et certaines nuits, les rues ressemblent à un décor de film apocalyptique, avec des silhouettes qui errent, l'air vide et perdu. D'autres soirs, il n'y a absolument personne dehors. La ville respire lentement, comme si elle alternait entre l'agonie et le sommeil. Ce qui me dépasse le plus, c'est la croyance locale autour du mothman, une créature que beaucoup prennent pour une réalité. Les habitants organisent leurs fêtes de famille en fonction des périodes où la créature ne se nourrit pas dans la région, pour protéger les animaux et les enfants. Aucun enfant n'a disparu depuis longtemps. Par contre, les animaux domestiques disparaissent régulièrement. Les habitants accusent le mothman et moi les coyotes, qui circulent partout, à toute heure du jour et de la nuit. Parkersburg est une ville étrange, une ville avec un héros local qui n'a rien d'ordinaire. Tout là-bas semble légèrement décalé, comme si la réalité s'y pliait à ses propres règles. On finit par s'y habituer, mais jamais vraiment. J'habite à environ 1 heure de la frontière entre le Tennessee, la Virginie-Occidentale et la Caroline du Nord. On peut dire qu'il y a beaucoup de traumatismes enfouis dans ces montagnes. Avec le traumatisme hérité de génération en génération viennent aussi des croyances transmises depuis des siècles. Les vieilles histoires, les superstitions, les traditions, presque toutes venues d'Irlande, d'Écosse, du pays de Galles et d'Allemagne. Certaines se sont mêlées aux récits des Cherokees et aux légendes africaines. Cela a créé un folklore étrange, profond, et parfois inquiétant.
J'ai déménagé dans une communauté rurale qui ressemblait beaucoup à celle où j'avais grandi. Une vallée isolée, à 25 minutes de la route la plus proche et loin de toute infrastructure. Aucun réseau téléphonique. Tout semble silencieux, mais on sent que les histoires vivent derrière les murs et dans les bois. En parlant avec les voisins ces dernières années, j'ai remarqué que beaucoup racontent la même chose. Ils disent avoir été visités ou perturbés par une sorte de chien des enfers, un esprit loup noir aux yeux rouges. En faisant des recherches, j'ai découvert que cette créature ressemble à celle du folklore gallois, le Black Shuck, un chien fantomatique censé annoncer la mort ou protéger un village. À l'époque, on enterrait un chien loyal sous les églises pour porter chance. Les anciens d'ici ne parlent pas de légendes ou de mythes. Pour eux, c'est réel. Ils ferment leurs portes plutôt quand les chiens deviennent nerveux. Ils évitent les chemins qui longent la forêt. Les collines sont pleines de grottes et de galeries souterraines. La famille de mon ami d'enfance vit juste en bas de la route. Son grand-père nous répétait de ne jamais jouer près des grottes. Il ne criait pas, il n'expliquait pas, il se contentait de dire qu'il valait mieux ne pas déranger certaines choses. Même les plus sceptiques évitent cet endroit. On marche vite, on ne parle pas, on baisse la voix sans raison. C'est une règle non écrite. Quand je fais de la cueillette, je laisse une offrande et une bénédiction. On apprend à respecter la terre parce que la terre nous observe. On ferme les rideaux la nuit et on ne regarde pas dehors. On dit qu'on peut être observé sans jamais remarquer la présence. Cette habitude me suit encore. Si les volets ne sont pas tirés, l'angoisse monte comme si quelque chose attendait juste derrière la vitre. J'ai grandi dans une maison hantée. Les phénomènes se répétaient toujours au même moment chaque jour. Rien ne changeait dans leur routine. Ils entraient, ils passaient, puis tout redevenait normal. Avec les années, on s'y habituait, mais jamais complètement. Le phénomène le plus étrange restait les lumières féeriques. Des sphères lumineuses, larges, pulsantes, comme si elles respiraient lentement. Elles apparaissaient dans les arbres, se déplaçaient avec douceur, presque comme des êtres vivants. Je les voyais parfois dans la cour ou dans la forêt, flottant sans bruit. Elles ne faisaient pas peur, mais elles donnaient le sentiment que le monde autour de nous possédait une profondeur invisible, un secret que personne n'arrivait à comprendre. Il y a souvent du brouillard chez nous et je promène mon chien la nuit. C'est une grande chienne, haute sur pattes, un American Bulldog brun sur le dessus et blanc sur le ventre. La première nuit, j'ai entendu un appel tout près de moi. Un son sec, étrange, trop proche. La peur m'a frappé d'un coup. J'ai vraiment cru que c'était le moment où tout s'arrêtait pour moi. J'ai regardé ma chienne et elle ne réagissait pas. Pas une oreille dressée, pas une tension dans le corps. Elle qui d'habitude devient folle dès qu'elle sent le moindre animal sauvage. Ce calme m'a encore plus inquiété, comme si elle ne percevait rien ou qu'elle refusait d'y prêter attention. La nuit suivante, le même son est revenu, au même endroit. Ce n'était pas un cri d'animal que je connaissais. Pas un hibou, pas un renard, pas un chien. Cette fois, le bruit semblait venir d'au-dessus, comme si quelque chose était dans les arbres ou dans l'air. J'ai essayé de me rassurer en cherchant des explications. Je me suis demandé si les oiseaux pouvaient avoir des cordes vocales abîmées, s'il existait des cris distordus ou malades. C'était un bruit trop clair, trop unique. Un seul appel et puis plus rien. La troisième nuit, le son s'est encore manifesté. Chaque fois une seule note, comme un signal, comme si quelque chose voulait simplement rappeler sa présence. Ce soir-là, il n'y avait pas de brouillard. La lune éclairait doucement la montée de la colline. 20 mètres devant nous, j'ai vu une silhouette. Un jeune cerf se tenait là, intrigué, immobile. Il nous observait en attendant que nous nous approchions. Sa robe avait les mêmes couleurs que ma chienne. Brun sur le dessus, blanc sur le ventre. Le cerf semblait convaincu qu'elle faisait partie de son monde. Peut-être pensait-il qu'elle était une bête de sa famille. Ma chienne n'a rien senti, rien vu. Aucun mouvement du museau, aucune alerte. Elle a continué à marcher comme si nous étions seuls. C'était presque humiliant pour elle,
elle qui se prenait toujours pour une chasseuse. Le cerf est resté là encore un moment sans peur. On aurait dit qu'il voulait comprendre qui nous étions ou d'où venait l'appel qu'il lançait chaque nuit. Peut-être que ce n'était pas un avertissement. Peut-être qu'il nous appelait. Dans ces montagnes, même les animaux semblent garder des secrets. Cette histoire sera peut-être courte ou peut-être plus longue. Je la raconte au fur et à mesure que je tape, car c'est réellement l'une des choses les plus terrifiantes que j'ai vécues, et y repenser me provoque sincèrement du stress. Cela s'est passé il y a 2 ou 3 ans. Je vis dans le sud de la Virginie occidentale et j'y ai toujours vécu. Les bois et les montagnes entourent tout. La nuit est une obscurité que l'on ne peut imaginer tant qu'on ne l'a pas vécue. J'étais avec un ami, je vais l'appeler Marc. Marc était chez moi un soir. On faisait ce qu'on fait d'habitude, regarder l'UFC, jouer à la Xbox, etc. Il était très tard quand on s'est finalement ennuyé et qu'on a décidé d'aller marcher sur un sentier près de chez moi pour fumer un joint. Ce n'est pas un sentier très long, mais il est entouré d'une forêt très dense et il est facile de se faire peur si on pense trop à ce qui nous entoure. On avance jusqu'environ la moitié du sentier, à 30 minutes de marche. On s'arrête, on roule le joint, et on reste debout sur le chemin pour discuter. La forêt est très agitée ce soir-là. Il y a toujours du bruit dans les bois, mais là, l'activité animale était vraiment inhabituelle pour cette heure-là. Il devait être plus d'1 heure du matin. C'était étrange et un peu inquiétant, mais on s'est dit qu'un prédateur dans le coin pouvait semer un peu de panique chez les autres animaux. On finit de fumer et on continue à marcher quand, presque immédiatement, toute la forêt devient silencieuse. Et dès que le silence tombe, il y a une voix. On aurait dit une voix humaine qui se moquait de quelqu'un, tremblante et indécise. Comme un vieux jouet pour enfants avec un haut-parleur cassé et une voix robotique. Cela nous a glacés. On s'est mis à courir en sens inverse sur le sentier, mais le son ne s'éloignait pas. Il ne se rapprochait pas non plus, mais peu importe la distance parcourue, cette voix gardait le même volume, répétant les mêmes sons sans faiblir et sans s'arrêter. À ce moment-là, j'étais convaincu que nous étions en réel danger. C'est une sensation que j'ai très rarement ressentie. Après avoir couru je ne sais combien de temps, on finit par sortir du sentier, hors d'haleine, presque en larmes tellement la peur était forte. On continue à marcher vers la sortie et à 5 minutes de là il y a un cri. Un cri qui secoue tout le corps. Celui d'un meurtrier. Venez juste derrière nous. Je sais quel bruit fait un puma. Ce n'était pas un animal. Ce n'était pas quelqu'un qui s'amusait ou un film. Ce cri a fait s'envoler des oiseaux de leur nid et m'a donné la sensation que mon cœur tombait dans mon ventre. C'était le cri le plus violent, le plus pervers et le plus terrifiant que j'ai jamais entendu. C'est une histoire vraie que je n'ai racontée qu'à 3 personnes. Tous m'ont dit que j'avais dû imaginer. Je n'ai jamais été quelqu'un qui insiste pour prouver l'existence du paranormal ou du spirituel, mais je crois vraiment que j'ai rencontré quelque chose d'inhumain dans ces bois. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.